Salut à tous, vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé où étaient passées mes vidéos de modélisation de ça se fait plus. Alors ça se fait plus, c'est quoi? C'est des choses que ça se fait plus. Donc c'est des vieilles consoles de jeux comme ça que j'ai modélisées pendant quelques années en utilisant des vrais appareils et en prenant des mesures au pied à coulisses, à la réglette et tout. Et ça a donné lieu à différentes choses, des livres, des expos. Et puis, alors là, j'ai retrouvé, malheureusement, j'ai pas beaucoup d'images. J'ai retrouvé une image d'une installation d'exposition à la Japan Touch. Voilà, là, l'installation était terminée, donc le petit stand est prêt là. Et puis j'aimais bien, voilà, quand les gens venaient se faire prendre en photo devant les images de ces vieux ordinateurs ou de ces vieilles consoles, qui sont tous faits en 3D, parce qu'à l'époque, je voulais faire de belles photos de ces vieilles machines, mais je n'y arrive pas. Les machines avaient trop vieilli, il y avait trop de travail de post-prod, et je me suis dit, bah tu vas les refaire en 3D. Voilà. Et puis ça c'est un zoom sur la qualité d'impression, puisque c'est des toiles, et c'est imprimé sur des toiles, voilà, en coton, ou ça peut être imprimé sur de l'aluminium ou des choses comme ça. Voilà un autre détail, et vous pouvez retrouver tout ça sur Curious, le site Curious. Vous cherchez ça se fait plus, SASFEPU, et il reste parce que en fait c'est des séries limitées, donc il reste quelques impressions à vendre. Donc vous avez, voilà, une console Vectrex, pardon, derrière moi une console Vectrex, une PC Neck Engine, et vous avez la fameuse Darkness qui a bien marché. C'est la NES en Dark. Raised into Darkness. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc vous m'avez demandé où étaient passées mes vidéos. En fait, elles étaient sur mon compte Vimeo Premium ou Plus, je sais plus, et que j'ai pas renouvelé, donc elles sont plus accessibles. Donc là, je vais vous en coller une, là, juste derrière ce speech d'intro. Je vais vous mettre la vidéo de la modélisation de la NEC PC Engine des années 80 ou début 90, je sais plus, avec tout le topo. On part de zéro, et puis modélisation complète en accéléré. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, un petit like. Si vous avez des questions, commentaires. Si ça vous plaît pas, vous cliquez sur j'aime pas, j'aime pas. Voilà. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, c'est parti pour le modeling de NEC PC Engine Extra Speed. Salut, c'est Carlos Mathias, l'instigateur des Ça se fait plus en images, que vous allez pouvoir retrouver bientôt en expo. Et voilà, je vous ai préparé une petite vidéo dans laquelle je vous montre comment j'ai réalisé l'image de la PC Engine de NEC. Alors, on commence dans le vif du sujet. En fait, là, je commence à préparer la moitié du corps, comme vous voyez à l'image. Sachez que la vidéo tourne à 50 fois la vitesse originale, c'est-à-dire que chaque seconde en fait représente 50 secondes en réalité. Alors je suis pas sans doute pas le plus rapide des modéliseurs 3D dans ce système qu'on appelle SubD, où on modélise la cage, une sorte de cage autour de la forme que l'on souhaite obtenir, avec certaines contraintes. Donc je disais, je suis sans doute pas le plus rapide, mais quand je débute un truc, j'aime bien que ce soit bien pensé pour pas avoir à revenir sur ce que j'ai fait au milieu, enfin pas avoir à revenir, à reprendre au début, ou à supprimer une grosse partie. J'aime bien réfléchir avant de démarrer, bien comme il faut. Donc je prends la machine,
dans mes mains. Je la regarde bien sous tous les angles pour voir quelle est sa forme principale et comment je vais pouvoir démarrer. Donc là on voit donc que je suis en train de préparer la moitié droite du corps parce qu'on a quand même une grosse symétrie dans la machine avec quelques petits changements dans les connecteurs, le connecteur du joystick à droite et puis le bouton on-off à gauche, voilà, mais grosso modo le corps est relativement symétrique. Donc là je suis en train de modéliser sous 3ds Max, 3D Studio Max, version, je sais plus, version 2015 je crois. Parce que ce genre de développeurs ont tendance à sortir les logiciels de l'année précédente, ils sont super forts, c'est comme ça. Donc là vous voyez qu'il y a une interface graphique là en haut à gauche, à droite, en bas là, qui est relativement détaillée, qui est toute petite, mais c'est parce qu'en fait je travaille sur deux écrans 4K, donc deux écrans avec 4000 pixels de large. Ce qui me laisse de la place pour travailler, et là d'ailleurs je me suis efforcé pour modéliser et pour pouvoir enregistrer cette modélisation. Je me suis efforcé de travailler sur un seul écran. Voilà, donc là on a le corps de la NEC PC Engine qui commence à bien avancer, avec les parties principales. Alors quand je place un petit cube comme ça, un petit rectangle, ça me sert de mesure en fait, parce qu'il y a certains outils de 3ds Max qui donnent des mesures en millimètres, mais les mesures sont pas bonnes. Il y a une espèce de ratio qui est appliqué, je sais pas comment il applique ça, mais je préfère pour être sûr mettre un petit cube à la bonne taille. Donc là je fais la grille de ventilation qui est relativement importante sur la NEC PC Engine, parce que la machine, enfin suivant les jeux, mais il y a quand même des jeux qui font beaucoup chauffer la machine, elle chauffe énormément, il n'y a pas de ventilation mécanique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ventilateur dans cet engin. D'ailleurs c'est une machine que j'aime bien parce qu'elle est super sobre, elle est très petite, elle fait je sais plus 13 cm par 14 ou un truc dans ce genre. Voilà, donc je suis en train d'accommoder un petit peu le maillage principal en plaçant pas vraiment des lignes là où il y a des arêtes ou quoi, mais oui, mais les lignes sont aussi placées en fonction des autres détails qui vont arriver. Alors on voit que j'ai commencé à appliquer un système de symétrie qui me permet de voir un petit peu la machine, la coque supérieure de la machine de façon entière. Bon là je me suis un peu gouré parce que j'ai commencé à faire le modèle de la prise pour le joystick sur la moitié droite avant d'appliquer la symétrie, ce qui fait que je vais retrouver cette prise de l'autre côté, mais je la supprimerai ensuite, c'est pas très grave. Voilà, je travaille en même temps la partie inférieure pour m'assurer dans le même mouvement d'être sûr d'avoir les mêmes arrondis sur les angles, parce que c'est la raison principale pour laquelle j'utilise ce type de modélisation pour faire ce genre d'image. Là c'est la modélisation, donc je vous ai dit qu'on qualifie de subdivision, c'est-à-dire qu'on fait un maillage principal et cette cage, on va lui appliquer un algorithme qui va lisser tous les angles, arrondir les angles par rapport aux lignes principales que l'on a tracées. Alors quand on veut des angles très serrés, pointus, on place des lignes très proches les unes des autres. Donc je vous le disais en préambule, là on est à
accéléré à 50 fois la vitesse originale. Donc je sais plus, j'ai dû passer 5 jours sur ce 5 jours complets, une grosse journée de 8-10 heures sur la modélisation de cet engin. Alors, je vous le disais, hein, je suis pas le plus rapide des modélisateurs, mais j'en connais pas mal qui vont bosser 2-3 jours sur une pièce pour tout mettre à la poubelle et reprendre au début, et c'est vraiment pas mon genre. Donc là je m'occupe de la petite grille de bus, enfin l'orifice pour le bus en arrière, parce qu'on peut attacher, il y a un port d'extension derrière la machine où on peut attacher des choses. Là je suis en train de modéliser la machine, donc je sais pas encore si j'aurai ça dans la vue finale ou pas. Normalement non, mais bon, j'aime bien faire les choses, et puis quitte à le faire, autant le faire bien. Donc là on voit que la machine commence vraiment à prendre forme. Donc là je m'attaque plus précisément au détail des petites flèches qui indiquent où est-ce qu'on insère les différentes prises. Voilà, vous voyez ces doubles lignes là qui sont assez proches, qui vont faire des arêtes plus serrées, mais qui vont quand même permettre d'arrondir un tout petit peu après avec l'algorithme de lissage qu'on va appliquer. Là j'ai galéré un petit peu sur ce coin là. Je me rappelle pas m'y être pris à plusieurs fois, mais j'étais un peu mal parti. Il a fallu que je défasse un truc. Voilà, c'est pour ça que j'ai traîné un petit peu là-dessus. J'ai fait de la couture. J'ai d'ailleurs un ami qui se reconnaîtra peut-être, qui me demandait récemment mais comment tu fais ça? Alors, je lui explique brièvement, et puis je lui dis ben voilà, c'est beaucoup de couture à la main, fil par fil. Et il me dit ouais, mais là c'est de la haute couture. Bon, effectivement, j'avais jamais vu ça sous cet angle, mais de ce point de vue là, ouais, c'est à dire qu'il faut énormément de précision, beaucoup de rigueur, d'autant plus que vous le voyez peut-être pas, mais il faut s'attacher à laisser ce qu'on appelle des quads, c'est-à-dire des faces composées de quatre côtés. On évite autant que possible ce qu'on appelle les n-gones, des faces qui ont plus de 4 côtés. Ou on évite également les triangles, mais bon, on peut s'autoriser certains triangles par endroit, hein, s'ils sont sur le même plan que toutes les faces qu'il y a autour, parfois ça peut aller. C'est un problème de prédiction en fait. Quand on va appliquer l'algorithme de lissage, on a si on n'a que des quads, si on n'a que des faces à 4 côtés, on sait exactement ce qui va se passer. Si on insère des triangles ou des faces à plus de 4 côtés, des n-gones, il se passe des fois des trucs qui sont moches, c'est-à-dire qui sont visibles au rendu final. On a des déformations un peu space. Voilà, donc là, où est-ce que j'en suis là? Parce que alors les images ont été enregistrées avant, hein, et puis là je me repasse le film en enregistrant les commentaires en audio. Voilà, donc là j'ai appliqué la symétrie, et puis je suis en train de travailler la section à gauche, là où on a les indications power on off au-dessus du bouton de power. Donc ça reste des parties assez fines, mais qui ont toute leur importance dans la visualisation de la console. Alors là je fais l'orifice pour le petit loquet qui fait partie du bouton on-off. Quand on place le bouton en position on, ça bloque la carte du jeu dans son orifice. Ça on est obligé de mettre sur off pour pouvoir enlever la carte de jeu.
Voilà, donc ça c'est une petite partie qui se trouve à gauche là. Là aussi j'ai galéré un petit peu avec les angles parce que le moule qui a servi à faire cette partie en plastique là, je sais pas si était un petit peu usagé, mais il y a des les arêtes sont pas uniformes. Donc j'ai essayé de reproduire cette difformité. Là on est sur le bouton on-off, donc le gros bouton qui sert en même temps de loquet, vous voyez en haut, hop, clac clac. Bouton qui est vert avec une partie orange quand on le pousse du côté on. Alors là je suis en train de modéliser les petites barrettes là. Fait une sorte de grille qui permet de glisser la carte sans qu'il y ait trop de frottement. Il y a une petite flèche aussi qui est en relief, donc je remodélise façon couture avec son côté, comment dire, c'est relativement arrondi au-dessus. Je sais pas si le moule a été sablé pour faire ça, un truc dans ce genre. Voilà, la petite flèche, ensuite on va tout aligner. Alors là les alignements par exemple je les fais à la main, je les fais à l'œil parce que ça va laisser quelques petits défauts qui donneront ce côté donc naturel à l'image finale. C'est ces micro défauts là, même si je le fais à la main, mais enfin à l'œil, j'essaye de m'appliquer autant que possible. Mais même, je sais que même en m'appliquant autant que possible, il y a des petites erreurs, une espèce d'humanité qui se glisse dans ces petites erreurs. Donc là on a une espèce de petite de fausse grille derrière. Alors là je fais le cache, je fais en vitesse un petit cache orange là qui sert à boucher le port d'extension derrière. Je sais pas si je le ferai mieux que ça plus tard. Hop, allez, le petit logo neck qui va à sa place, et puis je commence à placer les textes pour essayer d'avoir un peu plus la gueule de la machine. Alors là je suis en train de regarder la vidéo, là on est presque à 15 minutes, mais je crois que la vidéo entière fait 45 minutes. Et oui, j'ai l'impression, on a l'impression que j'ai bien avancé, mais on en est qu'au premier tiers. Donc placer le logo, alors tu refais le logo sous Illustrator, si j'arrive à en trouver un qui est nickel, très bien, là ça a été le cas. Je l'ai retouché un petit peu. Alors ici j'essaie une fonction du moteur de rendu que j'utilise qui n'existait pas avant, cette fonction qui permet de lisser des angles qui l'ont pas été lors de la modélisation. Je voulais surtout appliquer ça sur les petits textes que j'avais pas envie de mouler directement sur la carcasse, mais c'est parce que c'est des textes que j'ai ajoutés, hein. Ils font pas partie du modèle lui-même de la coque. Et puis je voulais pas trop non plus passer des jours sur les textes à arrondir les angles, alors j'ai voulu essayer ce système du moteur de rendu qui s'appelle Octane. Un système qui permet d'arrondir un petit peu les angles. Voilà, c'est ce qu'on a vu faire sur les textes tout à l'heure. Alors là c'est les petits indicateurs 1 et 2, ça fait une barre et deux barres, puisqu'il y a un petit bouton en dessous qui permet de sélectionner le canal, c'est-à-dire la fréquence sur laquelle l'image sort par le câble vidéo pour aller à la télévision. C'était surtout le cas ça sur les téléviseurs NTSC Japon, États-Unis. En France on n'a jamais trop eu ce genre de switch. Donc là je fais le petit rebord interne des deux parties de la coque. Voilà, pour pouvoir marquer clairement
la séparation de la partie supérieure et de la partie inférieure. Là je vais découper le petit orifice qui va permettre de mettre la prise pour le câble vidéo. C'est un connecteur Cinch plutôt standard, Cinch, certains l'appellent RCA. Alors, pour faire ce genre de trou, en fait, vous voyez, hop, je place des modèles de cercles dont je choisis précisément le nombre de côtés et je m'en sers pour tracer des cercles. Je m'en sers comme référence pour tracer des cercles sur la coque. Donc là, je commence à faire un premier insert, le même insert dans la partie inférieure de la coque. Voilà. Là je raccorde les petits morceaux parce qu'on a un petit décrochage dans la coque que j'ai tenu à modéliser. Bon, là je fais un peu définition sur les rebords. Quand je modélise comme ça, je donne pas forcément de véritable épaisseur à la coque parce que j'en ai pas besoin, puis ça fait plein de polygones à gérer à l'extérieur, à l'intérieur. C'est un peu compliqué, je préfère faire la partie visible et puis hop, les petits renfoncements pour donner l'impression que la coque a une épaisseur, même si elle en a pas. Donc là je règle, voilà, on est toujours dans la partie couture, je règle des petits détails dans les coins. Alors, même si parfois c'est vrai que je me dis que ce que je suis en train de faire là, ça va représenter un pixel sur l'image finale, même si elle en fait 10 000. L'image finale 10 000 pixels, enfin généralement 8192, parfois 12 000, mais c'est plus rare. Mais bon, je me dis que ça servira peut-être un jour d'avoir autant de détails, ça pourra peut-être servir un jour à autre chose. Alors là au-dessus du bouton de sélection de canal, on a un petit débord là, voilà, que je remodélise parce que quand on est sur la vue de côté on le voit vraiment ce truc. Là je m'attaque à la prise RCA. J'aime bien tout refaire de A à Z quand je fais une machine. Même une prise RCA, j'en ai modélisé plein. Mais je préfère à chaque fois en refaire une sur place. Avec la machine à côté de moi, je peux voir exactement comment c'est. Et puis ça me laisse le temps, en remodélisant ça, ça me laisse le temps d'appréhender les matières, les proportions, etc. Donc là je fais une petite partie métallique qui se trouve à l'intérieur. Éventuellement si j'ai une vue de côté de la machine, il se peut que ça se soit visible sur certains clichés, donc je refais ça. On a également le petit orifice rectangulaire là qui correspond au bouton, enfin dans lequel se trouve le petit bouton de sélection du canal vidéo. Ouais, c'est un petit peu long sur cette pièce parce que je me suis un peu gouré sur l'utilisation d'un outil et puis je me suis retrouvé avec plein de points en double, en triple. Donc il a fallu faire le ménage. Donc là je refais le fond de la prise Cinch RCA. Là je fais un semblant de connecteur, là, histoire de boucher le trou. J'avais pas envie de me taper le connecteur complet avec tous les trous, même si je l'ai fait sur d'autres consoles. Là je sais que j'aurai la prise du joystick.
Ouais, je commence à travailler un petit peu les textures, les couleurs et les grains, hein, histoire de commencer vraiment à appréhender. Alors je me rappelle que même à partir de là, j'avais déjà décidé, je savais déjà que je ferais un fond. Au départ, je pensais à un fond écaillé, un petit peu reptilien. Je sais pas dire exactement pourquoi, mais je sais pas, ça m'est venu comme ça, mais c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de... Dans les jeux vidéo japonais, dans la culture japonaise, il y a beaucoup de reptiles. Donc le fameux, Godzilla, des choses dans ce genre. Et puis dans les jeux sur NEC, il y a pas mal d'animaux, il y a pas mal de reptiles aussi. Ouais. Donc voilà, mais c'est sans doute de là que m'est venue l'idée d'avoir un fond qui rappelle ce côté un peu écaillé. Mais bon, vous allez voir comment ça va se goupiller par la suite. Je change un peu d'avis. Voilà, je commence à faire quelques rendus. Oui, je commence à travailler un petit peu le fond vert là. C'est pas vraiment reptilien, c'est plutôt cuir. On sait pas trop, ça a quand même une couleur un peu bio. Donc là, je check un peu les couleurs, les textures. Ah, voilà. Donc là, j'ai pris une photo de la manette que je vais utiliser comme modèle parce que ce sera quand même plus pratique parce qu'il y a beaucoup de choses à découper. Et donc, je vais attaquer la manette. On est à 24 minutes de film là bientôt sur 45. Vous voyez. Voilà, une manette qui a une petite particularité parce que sur la partie inférieure, en fait, il y a un petit renfoncement pour les doigts. Qu'on va peut-être voir, à moins que ça aille trop vite. Bon, bref. Donc là, j'installe des modèles circulaires là, qui me permettent de tracer les contours là, de toutes ces formes arrondies. Alors, sur une manette comme ça, par exemple, il y a pratiquement autant de boulot que sur la console elle-même. Pratiquement. Ouais. Surtout ces angles un peu baroques. Excusez-moi d'avoir utilisé ce mot, c'est n'importe quoi. Ces angles un peu étranges là, devant. Hop, les petits pourtours là, donc je fais les parties circulaires, les parties plus bio et les parties arrondies, on va dire. Et puis là, il va y avoir une grosse phase de couture. Alors, bon, les spécialistes de 3D me diront, mais tu te fais chier, tu aurais pu utiliser un displacement map, donc comment dire, une image qui permet de déplacer des points, notamment quand on a des micro renfoncements comme ça. Mais par expérience, en fait, rapidement, le jour où on a besoin d'un gros plan ou d'un truc comme ça, les displacement maps sont moches en fait. Ils sont pas assez précis, donc je préfère faire tous les découpages à la main. Et je préfère les coudre un par un, etc. Et ensuite je fais la partie support, parce qu'en général quand on a un découpage d'une façade comme ça, on a une espèce de maxi sticker qui vient dedans, qui s'insère pile poil à l'intérieur, et ne serait-ce que le léger jour qu'il y a entre la manette elle-même
et le sticker qui va à l'intérieur. J'aime bien remodéliser ça parce que ça donne quand même beaucoup plus de réalisme que de le faire avec un displacement map. Ah, donc la partie délicate là de cet angle, voilà, sur lequel je vous cache pas que j'ai un petit peu galéré parce que j'avoue que dès le départ je savais pas trop comment m'y prendre. Donc j'ai traîné quand même un petit moment. Enfin bref, rien de grave. Ah, la petite partie supérieure avec son arrondi. Qui est arrondi vers le bas, on le voit bien, mais il est également légèrement convexe. Voilà. Donc là, je le fais pas au hasard. Hein. J'ai pris des mesures au pied à coulisses sur la manette et de temps en temps, vous voyez peut-être apparaître une grille dans le fond de l'image, hein, une grille millimétrée ou plus que j'utilise hein, pour placer mes points. Puis de temps en temps, je laisse également un petit peu de hasard s'installer dans tout ça. Un petit choix technique à faire ici. Alors, et vraiment dans le... On rentre rapidement là, sur la manette, on rentre rapidement dans le détail avec les micro-lignes. Avec quand même ici beaucoup de couture parce que plus il y a d'angles arrondis et plus il y a de couture à faire à la main. Alors, vous voyez également de temps en temps, vous voyez apparaître un maillage très fin. C'est l'algorithme hein, qu'on applique sur le modèle SUBD qui permet d'arrondir tout, quoi. D'arrondir tous les éléments. Donc là, je me suis un peu loupé sur les contours de boutons là, parce qu'ils sont trop épais. Donc, je vais les refaire un peu plus tard. Ou maintenant. Oh, je crois que c'est déjà fait. Non, pas encore. Je vais les refaire à nouveau. Je crois que je vais les amincir un petit peu. Ou je l'ai déjà fait, je ne sais plus. Donc les petits boutons. Le bouton Select et le bouton Run. On fait les contours des boutons 1 et 2 de la manette. Ah, la directionnelle. Un petit peu pénible à faire celle-ci. Parce que quand on a quelque chose comme ça, des formes rectangulaires dans un cercle, c'est jamais très aisé d'arriver à garder de beaux arrondis. Petit cercle intérieur. Je sais pas trop pourquoi il y a un cercle à l'intérieur. Il y a beaucoup de manettes où il y a ce petit trou là-dedans. Je sais pas exactement. Je sais pas. En même temps que je vous parle, je suis en train de mettre mon pouce sur la manette pour essayer d'avoir une idée d'à quoi peut servir ce petit trou. Je sais pas si ça permet au doigt d'avoir une référence pour savoir où se trouve le centre, peut-être.
c'est pour faire évacuer la transpiration du pouce de la main gauche. Non, j'en ai aucune idée en fait. Je dirais quoi? Je dirais que ça peut servir de référence pour sentir où se trouve le centre. Alors il y a d'autres manettes comme sur la Sega SC3000 là où on a une espèce de petit trou là sur la directionnelle, mais en fait il y a un pas de vis à l'intérieur, un petit trou qui permet de visser une espèce de mini joystick style arcade, hein. Ça fait une petite barre avec une boule au-dessus, assez étrange. Voilà, c'est reparti dans la couture. Là je fais l'orifice pour l'entrée du câble. L'entrée du câble joystick. Vous voyez le maillage que je fais là, où on essaie de garder des carrés, des quads, comme on appelle ça. Donc on utilise un système de ramification de quad qui permet d'affiner la définition du modèle à un endroit ou à un autre. Voilà, je fais des petites coutures dans les coins pour faire également la séparation entre les parties supérieures et inférieures. Voilà, le petit renfoncement, je vous disais, sous la manette pour les doigts, pour que les doigts grippent bien, enfin, grippent mieux que s'ils n'étaient pas là. Alors là, quand vous voyez la pièce comme ça qui s'affiche en brillant, c'est un système qui permet d'avoir des belles réflexions sur les surfaces. Ça permet de bien voir s'il y a des défauts, parce que dès qu'on a des brillances avec des réflexions fortes, le moindre défaut apparaît très 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 vite. Donc là j'affine, voilà, je place des lignes très rapprochées les unes des autres là, pour avoir des angles très raides par endroit. Je commence à travailler un peu la texture de la manette directionnelle, hein. J'ai vu sur la manette, j'ai senti qu'il y avait un petit grain sur le plastique pour que le doigt glisse pas trop dessus. Grain que l'on n'a pas sur les boutons 1 et 2, les boutons d'action à droite. Donc là voilà, c'est la partie sticker en fait qui vient sur la manette avec tous les marquages et les décos. Donc là je fais encore une fois la couture à la main, one by one, l'épaisseur, voilà, hop, je le mets à sa place. On attaque les boutons, bouton 2, dupliquer en instance vers le bouton 1. Alors en instance, ça veut dire que si je fais des modifications sur un bouton, les modifications s'appliquent automatiquement sur l'autre. Ce ne sont pas deux éléments séparés. Alors là, j'ai repris une autre photo de la manette pour pouvoir voilà, extraire les parties colorées que je vais retoucher. Là on voit pas, mais je mets des petits coups de pinceau pour bien affiner les couleurs, et j'exporte ça en noir et blanc. C'est un masque en fait qui va me servir dans le noir à appliquer une matière et dans le blanc à appliquer une autre matière. Donc dans la zone noire, j'applique une espèce de plastique noir, et dans la zone blanche un plastique rouge. Ici donc j'ai pris en photo ce logo HE System sur la boîte japonaise de la console.
et puis je l'ai retracé dans Illustrator, et puis je l'importe dans 3ds Max, mais je me retrouve avec beaucoup trop de définition, la police étant relativement arrondie dans les angles. C'est une vraie galère si je veux avoir une vraie consistance sur ce truc là. Je voudrais qu'il n'y ait pas des arêtes trop fortes sur les bords, donc il faut que je redéfinisse entièrement les surfaces. Donc là je suis en train d'enlever des points en fait. Je supprime des points un par un sur toutes les lettres. Là je fais le tour de toutes les lettres, j'enlève des points, j'en remets là où il faut. Non, en train de faire les lettres supérieures. HE système. Alors en fait j'ai regardé sur internet, j'ai lu ce que ça voulait dire, mais j'ai oublié. Désolé. Donc voilà, alors je me recoltine le bord pour doubler le bord, là, faire une petite ligne au bord de chaque lettre. Là j'ai essayé d'utiliser un outil qui s'appelle Quad Surface Pro, qui permet normalement de refaire le maillage interne, mais ça marchait pas du tout, donc je me suis dit ok, allez hop, zo, je le fais à la main. Et c'est parti. Hop, 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 tracer des lignes entre les points dont on dispose. Voilà, ça commence à s'arrondir un petit peu quand j'applique l'algorithme de subdivision. Voilà, ça commence à avoir de la gueule. Alors là, il y a un petit truc qui me gênait en fait, c'est que on a une ombre un peu prononcée entre les lettres quand on raccorde des différents objets comme ça les uns sur les autres, mais sur l'image finale ça se voit pas parce qu'on est assez loin. Donc là j'attaque le connecteur du joypad. Encore une fois, voilà, c'est le genre de truc que j'aime bien remodéliser complètement, parce que je sais pas comment ils se débrouillent les fabricants, mais alors il y en a pas deux qui se ressemblent. Je sais pas pourquoi les designers prennent pas plutôt des prises standards qui seraient faciles à changer ou à remplacer. Il faut toujours qu'ils redesignent un nouveau truc avec des nouvelles dimensions. Bon, c'est sympa, ça file du boulot, mais je sais pas si c'est un boulot très intéressant que de refabriquer des pièces qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à une autre, mais qui sont légèrement différentes. Enfin bref. Allez, le câble du joystick, du joypad, qui normalement fait 5 mm de diamètre, mais là j'ai dû le faire légèrement plus maigre. Je l'ai fait à 5 au départ, mais j'ai rapidement trouvé qu'il prenait un peu tout le lit dans la scène, donc je crois que j'ai descendu à 4,5. Voilà, un petit scan d'une carte de jeu Darius, histoire de placer une carte dans le lecteur de la bécane. Je voulais pas que la bécane soit nue, celle-ci, parce que vous avez vu juste avant, j'ai fait quelques tests d'éclairage. J'ai commencé à éclairer un peu la scène. Le fond a changé, je suis passé du vert au rouge. Je commençais déjà à voir un peu la tendance, et puis je me suis dit que j'allais placer une carte, et je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi. Voilà, c'est parce que
arrivé à cette image là que j'ai fait déjà tout à l'heure, je me suis dit voilà, c'est ce qu'il faut à cette console. Il faut qu'elle soit bien en face, placée vers la personne qui regarde la toile. Il faut que la personne ait envie d'attraper la manette et de jouer, quoi. C'est pour ça que le bouton est en position on. Il y a un jeu qui n'est pas le plus nul des jeux à l'intérieur. Et là, voilà, je continue sur ce style un peu reptilien. Et à un moment, je me suis dit, mais bon, la plupart de mes toiles, quand même, sont noires, ou bleues, ou oranges. Donc j'ai essayé un petit peu de voir s'il y avait une autre couleur qui conviendrait, mais sans succès, même si j'ai traîné un petit peu sur le jaune. On va voir après que j'ai mis du jaune. Voilà, on commence à y arriver là. Et je suis resté sur une image comme ça, jaune, assez longtemps. Ça me plaisait pas mal. Et puis, je suis allé me coucher un soir là-dessus. Et quand je suis revenu le lendemain, je me suis dit, mais c'est pas mal, mais c'est pas ce qu'il faut à cette console-là. Même si la console est petite, elle est mignonne, quoi. Donc ça donne l'impression que c'est un petit joujou. Bon, là je vérifie en détail sur des zooms de l'image s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas de problème. Donc je vérifie, c'est parce qu'en général il y en a, donc j'en trouve. Voilà, je refais le tour de l'image, enfin le tour de l'objet point par point, et je laisse exprès traîner ce fond jaune pour voir si je m'y accommode, pour voir s'il est bien, s'il est convenable. La courbe interne des boutons n'était pas très bonne, donc voilà. Je l'ai refaite. Ah voilà, c'est ici que je refais l'épaisseur des contours des boutons Select et Run. Là je courbe un peu le logo. HE System. Et là voilà, après être resté longtemps sur du jaune, je reviens sur du rouge et je me dis non, il faut carrément que je présente la manette face à la caméra bien en face pour donner envie de jouer, quoi. Et là je remonte, j'incline encore plus la manette pour vraiment faire genre prenez-moi, quoi. Ça n'a rien de sale. Voilà. Et là je pense que là j'ai trouvé que le style était pas mal. Le câble qui fait le tour, c'est parce que la manette est petite. Si on prend par exemple des consoles comme Xbox, enfin la manette non, la console étant énorme, on fait pas faire le tour. Avec une mini console comme celle-là, on place facilement son câble comme ça. Voilà. Là j'avais un petit défaut en façade de la manette, mais là on est au bout. Là j'ai trouvé le bon fond. Le contraste est pas mal, l'exposition est bonne, l'objet est bien présenté, face cam, les proportions, l'angle de la caméra est nickel. Beaucoup travaillé l'éclairage. Voilà. On arrive à l'image finale qui est très représentative de la console. Ce petit engin que enfin, la console est à peine plus grosse que la manette et c'est génial parce qu'on pousse le bouton power et si la carte est à l'intérieur, en quelques secondes, hop, on est prêt à jouer, on commence à jouer. Et ça c'est vraiment ce qui manque aux consoles d'aujourd'hui. Voilà, fin du bal pour cette console. Je vous invite bien sûr à venir voir l'expo, InSpirit Expo, préparée par nos amis JB et Max au Game Spirit de Lyon, dont vous trouverez l'adresse facilement
sur le net. L'expo, c'est à partir du 21 février 2015. Voilà. Bonjour chez vous et à bientôt.